Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, bienvenue à la rentrée littéraire. Je crois, Annie, que beaucoup de choses ont été résumées par l'ami Éric Fotorino et toi tout à l'heure. Merci d'être présente pour cette rentrée littéraire 2025. Alors c'est un exercice un peu nouveau que nous faisons en scène. C'est un exercice que tu pratiques depuis assez longtemps, 18 ans. Mais nous, on va essayer en fait aujourd'hui avec des invités, de vous faire partager les émotions de lecture, qui sont les émotions de lecture d'Annie Huette, des livres de cette rentrée littéraire, en se disant que la lecture, on imagine souvent que c'est un moment un peu à soi, c'est un moment hors du monde, que c'est un moment totalement déconnecté du monde. Et dans les discussions qu'on a pu avoir avec Annie, on s'est dit que la lecture, au contraire, c'était quelque chose qui était une accélération en fait de la vie, de l'expérience de la vie. La lecture, c'est un moment qui nous fait accélérer justement le rythme cardiaque, et c'est justement ça qui nous rejoint avec la scène théâtrale, parce que la scène, le spectacle, c'est aussi un moment où le cœur bat plus vite ensemble. Donc on a voulu réunir un petit peu les deux. Ça ne sera pas un spectacle, ça sera une présentation de livres, parfois en musique, puisque nous sommes accompagnés par le groupe et le trio Sol y Sombra, qui sera présent avec nous à certains moments de cette soirée. C'est Marie-Christine Tiercelin pour la voix, Éric Plaisant pour la guitare et Nadim Guémoura pour la basse, qui nous accompagneront tout le long de la soirée. Et puis, il y a également des invités que Annie et moi-même avons souhaité inviter pour cette soirée. Alors, juste avant de commencer, peut-être se redire un petit peu ce que c'est que la rentrée littéraire, Annie. En fait, la rentrée littéraire, c'est quelque chose de très français et qui est lié en particulier aux prix littéraires, les grands prix qui sont décernés de fin août au mois de novembre. Vous savez tous, le Médicis, le Renaudot, enfin le Féminat, tous ces grands prix. Et il y a donc une rentrée qui commence le 20 août sur les tables de vos libraires. Il y a également une rentrée dite d'hiver. Et je peux peut-être donner quelques chiffres. Oui. Quand j'ai commencé ce métier, il y a 18 ans, au mois de septembre, sortaient 750 romans, et sur la rentrée d'hiver, 250 à peu près. Là, on a 484 romans, et il y en aura à peu près autant au mois de janvier. Il y a 71%, donc 344 romans sont français, et un grand signe, c'est que 73 d'entre eux sont des premiers romans, donc ça veut dire l'importance que les éditeurs accordent aux jeunes plumes, et 140 romans étrangers. Alors dans cet ensemble de livres, comment faire pendant l'été pour choisir ces livres, tous ces romans? Quel procédé fais-tu pour lire et faire un choix sur ces romans? J'ai tout lu. J'en suis persuadée. Ah non, parce que je vous devais ça quand même. Hein. Non, en fait, je lis depuis le mois de mai, je lis des livres que me donnent les éditeurs qu'on appelle des SP, des services de presse. Toutes les maisons d'édition ne peuvent pas donner des services de presse, c'est un luxe en fait, c'est très coûteux. Donc les maisons qui me donnent des services de presse sont lues avant les autres. Donc je lis tout l'été et à partir du 20 août, je fais comme vous, je me précipite chez mon libraire adoré, l'Abbé, pour collecter des livres de maisons dites plus petites mais tout aussi exigeantes. Et est-ce que tu as vu dans cette rentrée littéraire-là, celle-ci, celle de septembre 2025, des thématiques ressortant des différents livres que tu as pu lire? Alors, il y a ceux que j'ai lus et il y a ceux dont vous entendez parler. Alors, quand même, je vais donner une petite précision. Je me suis débrouillée pour ne rien lire et ne rien écouter de ce qui se disait des livres que je vais vous présenter, parce que j'ai à cœur de vous parler de livres tels que je les ai ressentis en tant que lectrice.
Il y a beaucoup d'histoires de famille, hein, vous avez entendu parler de ça partout, dont hier soir à la grande librairie d'ailleurs, mais il y a également des romans d'amour, il y a de très belles voix féminines qui se lèvent, et Dieu sait si j'aime les autrices, et puis beaucoup de fiction et d'imagination, et l'un des sujets importants, c'est comment la littérature s'empare de sujets de société. Et d'ailleurs, c'est le premier roman dont j'ai envie de vous parler, Le Lotissement, de Claire Vézin. Vous avez peut-être lu son premier roman qui s'appelait Blanche sur Instagram. Je crois qu'il y a des Instagrammeurs parmi vous ici. Elle se nomme Cardiologue en banlieue. Et en fait, elle raconte des choses relativement banal. En tout cas, on n'est pas dans l'héroïsme. Et là, elle se plonge dans une bourgade de 1400 habitants, et en particulier dans un lotissement dont elle dit que c'est comme un terrier, un traquenard. La scène d'ouverture est absolument fracassante, et vous verrez à quel point ce qu'on appelle l'incipit, les premiers mots, mais aussi la première scène peuvent être importants pour vous accrocher et vous donner envie de terminer cette lecture. On est dans un incendie et deux jeunes filles sont au cœur de cette histoire. Il y a Élise qui est pleine de désirs, qui est rebelle. Et puis il y a une petite fille qui regarde tout ça. Et 20 ans plus tard, cette petite fille a envie de mener une enquête. On va voir sur quoi. Elle retrouve les carnets d'Élise. Pourquoi elle mène une enquête? Parce qu'en fait, autour de cet incendie, il y a eu de nombreuses morts et des morts violentes. Et on se demande comment ces drames ont pu arriver dans un petit patelin où il ne se passe a priori rien. Enfin, en tout cas, visiblement, ça s'embrase. Et l'autrice va entrer dans les différents personnages, un peu comme un roman choral. Et donc, par exemple, on va parler de Suzanne, qui est une jeune institutrice très belle, à la peau noire, et qui suscite tous les fantasmes des hommes et des femmes. Il y a une directrice d'école qui est complètement dépassée par ce qui est en train de se passer. Il y a Béatrice Mondessert, qui est la plus que parfaite, qui est la Miss Monde du quartier, on veut l'imiter, on veut absolument être comme elle. Et puis évidemment, il y a des hommes qui sont pleins de convoitises, mais qui sont eux-mêmes aussi extrêmement convoités. Donc on a une espèce de petite société, là, qui a l'air d'aller très bien et qui va être bouleversée aussi par la construction d'une HLM. Ils vont être pris par une peur irraisonnée, mais qui va venir habiter là? Alors, je dirais, c'est un peu comme le roman américain de la France des années 80. C'est un peu construit comme une série ou comme un film de Chabrol. En tout cas, cette autrice s'y entend comme personne pour faire monter une tension étrange, et vous verrez donc comment tout cela s'embrase. Le second roman, qui parle de faits de société, c'est celui de Natacha Apana, La nuit au cœur. Au mois de mai, j'avais reçu Claire Berest pour un roman qui s'appelle... non, c'est pas du tout un roman, justement, plutôt un essai qui s'appelle La chair des autres, Mazan, une exploration du mal. Ici, on va revenir sur les violences faites aux femmes, et là aussi, la scène d'ouverture est absolument sidérante. Vous avez 3 femmes qui courent. Bon, c'est pas le petit jogging du matin, hein. Clairement, elles fuient quelque chose. Elles fuient leur conjoint, une seule en réchappera, l'autrice elle-même. Et dès lors, elle va s'attacher à raconter, elle avait 17 ans, elle rencontre un homme qui a 3 fois son âge, elle va tomber sous emprise, elle se rend compte que sa vie est nulle, parce que sa vie à elle, c'est de devenir écrivain, et elle n'écrit pas. On va ressentir au plus profond de nous la peur qui l'étreint quand elle arrive près de la maison. Et à côté de ça, elle mène une double enquête. Elle revient sur ce qu'on pourrait appeler des faits divers, l'histoire de Chahinez, qui avait été immolée par son mari du côté de Bordeaux, et sur Emma, une lointaine cousine, qui a été renversée et écrasée par son mari sur l'île Maurice. Elle cherche la bonne distance pour raconter les dysfonctionnements de la police, pour raconter une certaine maladresse dans le recueil des paroles.
et elle essaie de prendre cette distance avec une écriture très émotionnelle, mais très rythmée aussi et très viscérale, au plus près de ses personnages. Natacha Apana nous dit, comme Claire Berest, qu'il serait temps que la honte change de camp, qu'elle aille du bon côté et non pas du côté des victimes. Et vous verrez, au cours de ce roman, comment elle entre en sororité avec les femmes dont elle parle, mais aussi toutes celles qui sont encore sous le joug de ceux qui disent les aimer, et dont certaines sont déjà mortes. On va maintenant inviter notre première invitée à nous rejoindre avec le trio Sol et Sombra. Il s'agit de Émilie Jay, qui est responsable du prix Emmanuel Robles et des lecteurs de Blois Aglopolis. Et elle vient pour nous présenter La maison vide de Laurent Mauvigné. Bienvenue, chère Émilie. Merci. Bonsoir Émilie. Bonsoir Annie. Tu nous rates pas, hein, là. C'est quand même conséquent, hein, ton bouquin. Tu vois, moi des fois je lis Mauvigné, c'est tout petit, c'est très beau, ça va vite, c'est bien. Oui, certes. T'as une technique pour... J'ai une technique, ça fait 700 pages, mais Annie, le mien est tout aussi sublime que celui que tu viens de lire. Et puis je peux vous donner une petite astuce, vous pouvez commencer à la page 37. Oh, ça c'est fabuleux quand même. Et ça commence comment ? Écoute. Mais c'est avec Marie-Ernestine que tout commence. C'est avec elle, avant Jules lui-même, que tout peut commencer. Est-ce que tu es d'accord avec cette idée qui circule en ce moment qu'il n'y a que des romans familiaux ? Qu'est-ce qui peut nous toucher dans ce genre de texte ? Oui, c'est vrai, c'est un roman familial, c'est une fresque qui va se déployer sur 4 générations. Mais moi, il me semble que la puissance du roman que nous propose Laurent Mauvigné, c'est qu'il s'agit avant tout de l'histoire d'une famille française. Et je pense qu'on peut tous ici, dans cette salle, largement s'identifier, tout simplement parce qu'il y a sans doute un certain nombre d'entre nous qui peut-être ont eu un arrière-grand-père qui est mort à Verdun, peut-être une grand-mère qui a subi un mariage ou un grand-oncle collaborationniste. Et il me semble que la puissance de ce roman tient au fait que Laurent Mauvigné, il s'efface au fil du récit, de telle sorte que lui, c'est nous, et nous, c'est lui. Ce qui veut dire qu'on bascule au fil de la lecture, on passe de l'intime à l'universel. Mais est-ce que tu dirais que cette histoire est quand même très romanesque ? Oui, évidemment, c'est très romanesque parce que il y a de magnifiques portraits de femmes. Je t'ai parlé de Marie-Ernestine, qui est l'arrière-grand-mère de Laurent Mauvigné. Elle a eu un destin contrarié. Il y a de magnifiques portraits d'hommes. On est vraiment embarqué c'est l'histoire de la famille sur 4 générations. On traverse 2 guerres mondiales. Donc c'est un récit qui est très fort. Je vous l'ai dit tout à l'heure, ça fait 700 pages. C'est un roman dans lequel il faut s'installer. On l'habite. Mais une fois qu'on l'a lu, on a du mal à s'en remettre. En tout cas, moi, c'est mon cas. Je l'ai lu il y a quelques temps. Et je ne m'en remets pas parce qu'il emporte tout. Laurent Mauvigné bénéficie... d'une aura de grand écrivain. On parle de lui comme d'un grand styliste. Est-ce que pour autant ce texte est abordable par tous ? Alors, moi je te dirais que évidemment cette aura elle est largement méritée parce que c'est une écriture magnifique, mais l'exigence n'exclut pas le plaisir. Et il y a une ampleur des phrases. Vous, peut-être qui êtes lecteur de Laurent Mauvigné, vous le savez, chaque mot est juste, c'est vraiment magnifique. Et puis c'est aussi, il me semble, une écriture qui est très sensuelle parce que moi, en tout cas, je l'ai ressenti comme ça. Je me suis retrouvée aux côtés de Jules, l'arrière-grand-père, quand il était dans les tranchées à Verdun. J'ai senti l'odeur de la pourriture, l'odeur du sang. J'étais avec les femmes et j'ai senti la chaleur quand c'était les moissons. Donc c'est vraiment, c'est éminemment cinématographique également. On lit et on vit ce qu'on lit. Oui, alors on se rend compte à quel point c'est sérieux, la rentrée littéraire, hein, quand même, et on a peut-être le droit de s'amuser un petit peu. On s'amuse quand on veut. Voilà, très bien. Sur la scène nationale, on s'amuse quand on veut. Donc je vais te poser des questions beaucoup moins sérieuses, Émilie. S'il devait avoir une saveur amère, quel roman choisirais-tu ? Je choisirais Madame Bovary.
C'est un texte qui m'échappe, voilà, je le dis, je l'ai commencé un nombre incalculable de fois, je l'ai arrêté, je l'ai repris, je l'ai acheté en différentes versions, je pense que je l'ai en 4 ou 5 exemplaires, mais c'est un roman qui m'échappe et je ne l'ai jamais terminé. Alors, il t'échappe, mais est-ce que ce roman-là, on peut le lire dans son bain? Parce que s'il t'échappe, on est mal. Hein. Mais jamais on va lire un roman dans son bain. On n'emmène pas un livre dans une salle de bain. C'est péché, on ne fait pas ça. Un livre, c'est sacré. On ne fait pas ça. Oui, alors, elle déteste dans quel état je mets mes romans. T'aimes pas du tout. Ah non, j'aime pas du tout. Ah non, parce que je vais jusqu'à les couper. Moi, un roman comme ça, je le coupe, c'est moins lourd pour l'emmener. Non. Je vous jure que je l'ai fait. Avec un roman de Pierre Lemaitre. Ah, ne surtout jamais, on ne fait pas ça. Annie, à mon tour de te poser une question. Oui. Est-ce que tu peux nous dire ce qui te fait lire comme une forcenée? Ah, oui, parce que je lis comme une forcenée. Alors, à 16 ans, je me suis mise à lire avec rage. Je crois même à 6 ans, quand j'ai commencé à savoir lire. Je crois que c'est une façon, en secret, de devenir moins ignorant ou bêta. C'est peut-être aussi un remède contre tous les déterminismes, enfin, je pense. Je te retourne la question. Pourquoi tu lis, toi, alors? Bien, moi, j'ai envie de te répondre que lire est une source d'estime de soi, parce que quand on est imprégné du talent des autres, on se déteste moins, et que pour ce qui me concerne, par la lecture, je me suis délivrée à la fois des limitations de mon éducation, de mon environnement, et aussi de mes complexes. Et au moins, j'ai réussi mes études. De droit, je crois. C'est pas mal, en fait. Hein. C'est pas mal. Alors, on a l'air très savante, comme ça. Mais en fait, les 2 répliques que nous venons de dire sont extraites du prochain roman dont j'ai très envie de vous parler. Merci, Émilie. Merci, Émilie. Alors, Comme en amour de Alice Ferney. Alice Ferney était enseignante à Orléans et c'est une autrice que je suis depuis son premier roman qui était Le ventre de la fée, et peut-être que vous connaissez bien aussi L'élégance des veuves. C'est une autrice qui aime explorer les relations humaines. Et ici, elle se pose une question. Est-ce que l'amitié entre hommes et femmes est possible? Elle se dit, qu'est-ce qui lie un homme et une femme? Dans l'amour, l'objet commun, c'est le corps et le désir. Et en amitié, il faut trouver un sujet. Et ici, le sujet, c'est la création artistique. Marianne crée des sacs à main pour les hommes, pour les femmes. Et Cyril est photographe et lui, il habite dans une petite chambre de bonne. Elle a 3 enfants, elle vit dans un pavillon, tout ce qu'il y a, avec un mari assorti et tout ça, tout va bien. Ils se rencontrent. Alors, en fait, on va voir toutes les strates de l'évolution de leur amitié. Alors, au début, oui, il y a une attirance physique. Et puis après, on va dépasser ça et on va tomber dans une grande conversation. Tous les soirs à 18h, ces deux-là vont s'appeler. Et vous allez voir, les dialogues sont absolument savoureux, extrêmement vivants. Moi, ça m'a un peu rappelé Tromperie de Philippe Roth, que je vous conseille de relire. Et en fait, bon, ils vont aussi parler de choses très légères. Ils vont se mettre à médire sur les uns et sur les autres. Mais de quoi peuvent-ils se parler ? Alors vous allez apprendre plein de choses, en particulier d'amour en fait, on en revient toujours là. En fait, comme le roman s'étale sur plusieurs années, on va voir comment leur vie amoureuse se déroule. Et Alice Ferney dit l'amour doit se raconter et l'amitié l'écouter. Et Cyril est un formidable écouteur. C'est une écriture extrêmement directe et vivante. Vous allez voir, il est constitué de 40 chapitres, comme 40 moments de cette amitié. Alors moi, je trouve que l'un des points communs des romans de cette rentrée littéraire, c'est qu'ils sont constitués de beaucoup de fragments, de petits chapitres. Donc, ce sont des lectures quand même relativement rapides. C'est aussi un roman sur la solidarité entre femmes. Vous verrez pourquoi. Comment les femmes qui naviguent entre les deux vont finalement se retrouver. C'est vraiment un moment de lecture délicieux. L'autre roman qui explore des relations étonnantes entre hommes et femmes, c'est Tout oui de Alexandre Postel. Alors ceux qui sont dans le prix Emmanuel Robles du premier roman de langue française connaissent cet auteur. Son premier roman
Un homme effacé faisait partie d'une sélection. Alors quand j'ai lu ce roman, je me suis dit « Oh, quelle élégance !» Vraiment, c'est une très belle écriture. Parce que je connaissais le sujet et que je me disais « Mais comment il va s'en sortir ? C'est un peu scabreux, son histoire, là. » Alors voilà, vous allez lire un roman dans le roman. On a un jeune homme qui vient d'écrire un manuscrit et il va le soumettre à une éditrice, Violette Le Tendre. Mais il va s'y prendre comme chez Erazade, en fait. Il va lui envoyer les chapitres les uns après les autres, et nous, on va lire les chapitres les uns après les autres, et on va éprouver la même chose que Violette Le Tendre. On va être agacé, on va être impatient, on va être émerveillé, on va être énervé. Parce que oui, alors qu'est-ce qu'il raconte, notre narrateur ? En fait, il raconte l'histoire d'un personnage qui s'appelle Monégal et dont l'obsession sont les cris, les chants, les murmures, les silences, les râles que les femmes émettent à l'acmé du plaisir. Vous voyez à quel point ça aurait pu être scabreux. Mais curieusement, même si c'est très incarné, si c'est charnel, ça n'est pas si érotique que ça. Vous allez écouter des confessions auriculaires, mais vous aurez également des réflexions sur l'expérience de lecture, comment la lecture peut nous permettre de nous distancier de nous-mêmes, mais aussi nous isoler un peu. Ça reprend un peu ce que tu disais tout à l'heure, mais là, il raconte de cette expérience, et vous aurez, au cours de ce roman, des démangeaisons littéraires. Parce qu'en fait, il va utiliser des mots, alors, pas compliqués du tout, mais inusités, comme dormance ou gênance. Et puis, évidemment, il y a une touche d'humour sous-jacente. Parfois, l'auteur fait des incursions dans son texte. Si vous avez le goût de la fiction, ce texte-là est vraiment fait pour vous. Il est tellement plus original que toutes ces histoires de brutes, d'alcooliques, de stars fracassées et de tueurs en série de la littérature américaine, alors que la littérature française du XVIIIe siècle est tellement belle, drôle et intelligente. Alors je laisse Alexandre Postel vous dire cela et aller constater que c'est vrai. On a choisi d'avoir une deuxième invitée. Et notre deuxième invitée, c'est Clarisse Millet, qui est musicienne et chanteuse et qui va présenter son livre. Et son livre, je fais un peu de teasing comme ça, son livre c'est Amélie Nothomb. Tant mieux. Tant mieux. Ça change. Bonsoir Frédéric. Bonsoir. Merci. Ça change de te voir avec un livre et pas avec une guitare. T'as vu, je sais lire. Tu sais lire. Oui, je sais lire. Alors ça a été la meilleure nouvelle de cette rentrée littéraire. En fait. D'ailleurs, j'en suis toute surprise aussi. Ah oui, alors tu aimes être surprise parce que tu lis ? Et oui, j'adore. Tu l'as été là ? Oui, énormément. J'adore me laisser faire. Alors, je suis pas très calculatrice. Moi, j'aime pas trop voir trop devant dans les romans ou les films. Ce que j'adore, c'est tomber du haut de l'armoire. Là, je suis vraiment bien tombée du haut de l'armoire. Là, vous pouvez y aller. C'est un très bon cru, je crois. Quelles émotions t'ont envahi quand tu as lu ce texte-là ? Alors, au début, la maman que je suis a été indignée du sort qui a été fait à cette petite fille. Elle s'appelle Adrienne, c'est l'héroïne du roman. Elle doit avoir dans les 8-10 ans, et elle est confiée par sa maman à sa grand-mère maternelle qui va être une horrible personne et qui va lui faire passer 2 mois terribles en l'enfermant dans une pièce pour commencer, en ne lui laissant pour seul jouer avec une cuillère en bois. Oh, ça c'est bien. L'histoire de la cuillère qui s'appelle Maïzena. La cuillère en bois, elle l'a appelée Maïzena. On finit par s'attacher à la cuillère en bois. Donc on a le cœur déchiré quand la grand-mère lui retire sa cuillère en bois à la fin des 2 mois. Mais elle a beaucoup d'imagination, je crois. Oui, absolument. Elle va compenser. Il n'y a pas une histoire de chat là-dedans aussi ? La grand-mère a un gros problème, c'est qu'elle préfère les chats aux enfants, et même elle préfère les chats aux êtres humains. Ce qui fait que la maman d'Adrienne va être traumatisée par cette affection démesurée pour les chats, et elle va finir par devenir une serial killeuse de chats. Elle va massacrer absolument tous les chats qu'elle va voir dans le quartier, et donc il y a des chats qui disparaissent malheureusement, et la petite Adrienne, elle commence à comprendre que sa mère est devenue une tueuse de chats.
Ne vous inquiétez pas, hein, les premières scènes sont absolument saisissantes. On a une petite fille qui mange des harengs au café au lait tous les matins. Donc, vous voyez, mais ne vous inquiétez pas, ça va s'arranger. Mais surtout, on ne vous dira pas ce qui se passe à la page 179. Et j'espère que vous n'avez rien entendu nulle part à propos de ce texte. Nous, on le sait, mais vous ne le savez pas. Il faut l'acheter, hein. Il y a bien des personnages dans cette histoire qui vont prendre soin de cette petite Adrienne. Alors, il y a la deuxième grand-mère, la grand-mère paternelle, qui, elle, va avoir sous sa protection pendant ces 2 fameux mois de vacances la grande sœur, mais qui est la plus fragile. Et elle, c'est l'amour de grand-mère, celle qui a tout compris, celle qui a déjà aussi vu tout ce qui se passait dans cette famille. On est sur un fond de couple parental qui se déchire, qui ne s'entend que quand ils ont des amants et des maîtresses. Donc le tableau familial, il est compliqué. Ils sont très déçus de n'avoir eu que des filles. Il y a un moment donné où ils vont se rapprocher, ils vont avoir un 3e bébé qui est encore une fille. Donc la mère déteste le 3e bébé, et la petite fille Adrienne, qui doit avoir à peu près 10-12 ans maintenant, va se prendre d'amour pour ce bébé et va même remplacer la mère. Elle va la prendre sous son aile. Ouais, donc il y a des scènes assez compliquées au début, mais vous verrez, je trouve que l'un des fils conducteurs de cette rentrée, c'est de vraiment raconter de très belles histoires d'amour, parce que avec la grand-mère paternelle et avec cette petite sœur, c'est magnifique. Dis-moi, si tu devais transformer ce roman-là en instrument de musique, ce serait lequel? Ce serait un instrument dont je ne joue pas. Ah, ce serait un violon. Mais un violon, parce que je pense que cette petite fille, Adrienne, elle est petite, mais elle prend de la place. Un violon, c'est petit, mais ça prend de la place. Et toi, si tu étais un violon, tu voudrais être glissé sur quelle épaule? Ah, alors, je ne sais pas si vous aimez le cinéma, mais moi j'ai adoré La Liste de Schindler. Et le thème de La Liste de Schindler, il est joué par Itzhak Perlman, qui est un violoniste absolument fabuleux. Et c'est la première fois que j'ai entendu un violon pleurer. Oh. Moi, j'avais les larmes aux yeux à la fin de ce roman-là. Oui. Je ne sais pas si ça t'a fait cet effet. Moi aussi. Pour moi, c'est un grand. Oui. Et si tu étais un roman, tu serais lequel? Si j'étais un roman? Oui. Je serais lequel? C'était pas du tout une question prévue, Annie, tu sais. Mais on voit bien que rien n'est prévu ici. Non, rien n'est prévu. Ça, c'est les 35 minutes. Au bout de 35 minutes, ça commence en général à... Voilà. Ça vrille. J'en ai lu quand même pas mal. Je suis plutôt science-fiction. J'ai adoré... musique, non? T'es plutôt chanson, oui, toi. Mais... Allez, bon, d'accord. On va se dire plutôt une chanson. Je serais plutôt chanson sur ma drôle de vie. Voilà, c'est magnifique. Parce que je fais ce que j'ai envie. Voilà, bravo, merci. Merci Clarisse. Merci. J'aimerais maintenant vous parler de 2 romans qui parlent d'enfermement. L'un psychique et mental et l'autre physique. Dans Un frère de David Thomas, vous trouverez 38 instantanés. 38 instantanés qui racontent un lien indéfectible entre 2 frères. Et pourtant, ce lien est très compliqué parce que l'un des frères est schizophrène. La scène d'ouverture, le narrateur, qui est l'auteur, découvre son frère mort. Mais en fait, son frère a disparu depuis bien plus longtemps dans les affres de cette maladie. Alors là, ça pourrait sembler assez noir, mais en fait, plus le roman avance, plus on va vers la lumière, parce qu'on va revenir vers l'enfance de ces enfants-là et vers l'enfance de ce malade de schizophrénie, en fait. Et c'était très tendre et très lumineux. Ce que s'attache à nous expliquer, en fait, à nous démontrer l'auteur, sans pour autant faire un essai, hein, sans pour autant mener une enquête, c'est de nous faire comprendre que la maladie mentale n'est pas une excentricité, une singularité, une indépendance élégante et gracieuse face à la norme fade, mais la pire des afflictions. En fait, il dit que non, la folie, c'est pas romantique du tout, c'est pas drôle, ce n'est pas poétique du tout. Il dit également, les hôpitaux psychiatriques ne sont pas des savanes peuplées d'animaux magnifiques, ils sont des enfers, où errent des êtres liquidés de tout ce qui nous rend libres.
Alors, c'est un véritable projet littéraire. Il n'y a pas tant d'émotion, finalement. Il n'y a pas non plus de misérabilisme. Et on parlait... c'est une très belle écriture. Il estime que son frère n'est pas un poète, mais que peut-être il est un poème, puisque c'est un être qui est dans une autre réalité et il en admire la combativité. Il parle également du pouvoir de l'écriture sur sa façon d'accepter ça. Le rôle des parents est très beau, ce qu'on raconte sur eux, l'impact que cette maladie a sur eux est très bien évoqué. Et pourquoi j'ai eu envie de vous présenter ce roman? Parce qu'il est d'une grande sincérité, d'une grande lucidité. Il m'a rappelé le livre de Nicolas Demorand, Intérieure nuit, dans lequel il racontait en détail sa bipolarité. C'est aussi et surtout un très beau texte sur l'amour fraternel. L'autre enfermement dont j'ai envie de vous parler, cette fois-ci, est un enfermement physique. Et c'est Guillaume Poix qui nous raconte ça dans Perpétuité. Alors Guillaume Poix a des attaches très fortes, des attaches familiales très fortes avec la ville de Blois. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que c'est aussi un grand auteur, dramaturge. Et on va retrouver dans ce texte-là la construction, unité de lieu, unité de temps et unité d'action. Le lieu, c'est l'univers carcéral. Le temps, ça se passe pendant 12 heures, de 19h à 7h du matin. On est avec des hommes et des femmes qui ont une mission de surveillance dans une prison. Donc on est un peu dans un huis clos, dans le huis clos. On est la nuit dans cette prison très fermée. Et on va entrer dans tout ce qui va faire cette nuit. Qu'est-ce qu'il va y avoir? Une franche camaraderie, il va y avoir des blagues aussi vite dites, aussi vite regrettées. On va avoir l'exploration des vies de tous les personnages qui sont ici. On a, par exemple, Pierre, le premier surveillant qui est là depuis 25 ans, il n'en peut plus, il est harassé. Il y a Bianca, la directrice, qui est en but à une féminisation de ces métiers-là et à la misogynie ambiante. Évidemment, on va avoir des parcours de prisonniers. Et l'action, eh bien, c'est que cette nuit, il y a un nouvel écrou. Un prisonnier, un criminel, arrive dans cette prison pour assister à son procès en assises. Or, quand arrivent des personnages aussi clivants, aussi difficiles, cela met une ambiance très électrique et très compliquée entre les prisonniers eux-mêmes. Guillaume Poix n'hésite pas à revenir sur l'aspect politique, en fait, des prisons, dont il note la dégradation des locaux, leur exiguïté, et à un moment il dit, au fond, l'emprisonnement constituait une arnaque, cette même du prix supérieur à laquelle les agents prêtaient leur concours. J'ai aussi été très intéressée par la dimension de soignants des surveillants qui essaient de pallier les défaillances médicales au sein de ce milieu. Il y a une vraie puissance théâtrale, c'est une immersion hyper réaliste, très charnelle, très puissante. Vous serez happé par un rythme haletant, dans un milieu qui est rarement exploré en littérature. Et Guillaume Poix sait de quoi il parle parce qu'il a déjà accepté, il avait accepté depuis de nombreuses années, de nombreuses missions en milieu carcéral. Alors Annie, si tu en es d'accord, nous allons accueillir notre troisième invité. Notre troisième invité, c'est le directeur de la Maison de la BD et du festival BD Boom, qui vient présenter La Révolution des algues. La Révolution des algues de Vincent Doumézel et Étienne Lécroard, et il s'agit de Bruno Gelini. Bravo. Bonsoir. Tu es une figure éminente de la scène artistique et culturelle de Blois. Qu'est-ce que c'est tes sujets de prédilection quand tu prends une BD ou quand tu lis un roman de façon générale ? Alors, parce que souvent on a considéré un peu la bande dessinée un peu comme quelque chose d'un peu d'humoristique, etc. Et en fait, moi souvent je prends un peu le contre-pied. C'est souvent aussi sur des sujets de société, sur ce qu'on appelle notamment la BD du réel. Et donc l'ouvrage que je souhaitais présenter, on est dans ce cadre, donc sur des thématiques sociales, des thématiques sociétales, ou ce soir plutôt scientifiques. Moi j'ai appris plein de choses, c'est très pédagogique.
quel genre d'illustration on utilise pour aborder un sujet comme celui-ci? Est-ce que c'est des vignettes habituelles, des décors? Alors là, c'est un essai en fait de Doumézel qui était adapté par Étienne Lécroire. Alors Étienne Lécroire, peut-être un mot sur son travail. C'est un auteur. D'abord, c'était un dessinateur de presse, et puis après, il a travaillé autour de Loubapo. Alors c'est quoi Loubapo? C'est un peu comme Loulipo. C'est Loulipo. C'est pour Loubapo est à la bande dessinée ce que Loulipo est à la littérature. Donc effectivement, là, il n'y a pas de contraintes particulières dans son adaptation. Toujours est-il qu'il y a quand même en fait une recherche dans son travail. Et c'est vrai que depuis ces derniers ouvrages, il s'est intéressé aux thématiques de société. Il avait fait un premier livre avec les Pinsons Charlot, vous savez, les sociologues des ultra-riches. Il avait fait ça. Il avait fait un deuxième ouvrage sur le réchauffement climatique. Et là, en fait, sur la révolution des algues. Alors c'est vrai que les algues, souvent on a entendu parler, notamment en bande dessinée, avec les algues vertes. Donc, et souvent on a considéré les algues comme une nuisance. Là, l'objet de l'ouvrage, c'est plutôt comme une ressource. Donc, ressource en matière d'industrie, en matière d'énergie, mais aussi en matière de santé. Est-ce que les algues vont sauver l'humanité? Pourquoi pas? Parce que on sait que la mer, notamment avec la production d'algues, peut être un puits de carbone. Et en fait, c'est tout ce que l'on va trouver chez Lécroire. Alors, graphiquement, ce qui est intéressant, c'est qu'on a un côté un peu dessin SVT. Vous voyez le schéma, le cycle de l'eau, ça vous dit quelque chose, vous connaissez. On a quelque chose un peu de ce genre. Ce qui est intéressant dans le travail de Lécroire, c'est que c'est vrai que la culture scientifique, à faire passer, à vulgariser, c'est pas toujours très facile, mais il y a toujours un peu ce petit décalage. Donc il va convoquer un certain nombre de personnes. Bon, alors il y a des anachronismes. Il y a de l'humour là-dedans. Il y a de l'humour, en fait. Oui. C'est ça ce qui est intéressant dans l'ouvrage, c'est-à-dire qu'on va traiter d'un sujet très sérieux sur ces légumes de mer, mais avec une petite pointe d'humour. Et peut-être à un moment on se dit on va un peu décrocher. On revient avec un petit sourire, donc il va convoquer Napoléon, il va convoquer Tintin, il y a même Brassens, et en fait sa narration, en fait, elle est intéressante puisque à travers cet humour, il fait passer un sujet scientifique. Alors j'aimerais aborder un sujet, je sais que tu rêverais d'avoir 5 heures pour en parler, mais quelle différence tu fais entre la BD et le roman graphique? Alors moi, quand mon fils m'a lancé dans la BD, tu vois, le mot roman graphique, tout de suite je me suis dit c'est pour moi, il va être question de littérature. Mais en fait, est-ce que c'est si simple que ça? Alors, là, on va faire un colloque de 2 heures, donc j'espère que vous avez réservé votre soirée, parce que je peux être hyper long sur le roman graphique. Alors, 20 secondes. J'ai 20 secondes. Alors, le roman graphique et de la bande dessinée. C'est que souvent les gens disent je lis pas de bande dessinée, je lis du roman graphique. Pour moi, un peu le roman graphique, un peu le symbole de la gentrification de la bande dessinée. Et donc rassurez-vous, si vous lisez du roman graphique, vous lisez de la bande dessinée, c'est un concept qui a été développé par Will Eisner. Will Eisner, qui est un auteur de bande dessinée américain et un théoricien, il est mort il y a une vingtaine d'années, qui a développé en fait le concept de graphic novel. Donc ce qu'on a et la bande dessinée, en fait, ça a franchi d'un certain nombre de codes de la série, et en s'adressant à un public plus adulte et sur des sujets plus sérieux. C'est bon. C'est bon. C'est bon. On vous mais je peux revenir pour le roman graphique. C'était très bien résumé. Très bien résumé. Alors, Bruno, si un animal pouvait te remplacer à la tête du festival BD Boom, ce serait lequel? Alors j'hésite. Soit c'est l'ours. Ouais. L'ours, mais je préfère l'éléphant rose. Ah, c'est Rose qui est intéressant en fait. Très bien. Alors on appelle ça une prosopopée en littérature. Si tu devais choisir un objet qui devienne le personnage principal d'un roman, ce serait lequel?
Je dirais un couteau suisse. Ah oui, comme ça, le couteau suisse, c'est bien parce que vous avez un scénario, en fait, le couteau, et puis vous avez plusieurs personnages, donc le tire-bouchon, le décapsuleur, la lime à ongles, etc. Donc on peut créer des histoires assez facilement avec le couteau suisse. C'est toi le couteau suisse du festival BD Boom, en fait. Il y a un peu de ça. Il y a un peu de ça quand même. Hein. Et si tu avais un super pouvoir, ce serait lequel ? Alors, sans hésiter, le don d'ubiquité. Oui, c'est vrai, c'est un truc qu'on aimerait bien avoir tous. Bravo. Merci. Et ça, je pourrais être ici et ailleurs. Non, j'espère que tu es content d'être ici quand même. Et toujours de bonne humeur. Merci. Merci Bruno. Bonne soirée. Merci à toi. Dans notre traversée des livres. Avec des histoires d'amour. Avec des histoires d'amour. Alors, Geoffrine Donadieu est une jeune autrice. Ce roman-là n'est que son 3e. Elle prend vraiment son temps. Et je la suis depuis le début. Je pense que c'est une jeune plume importante. En fait, dans la littérature contemporaine, elle avait écrit Une histoire de France, qui était son premier roman, qui était une histoire assez difficile d'une petite fille agressée par une voisine adulte, et je l'avais reçue pour Chienne et Louve, et c'est une autrice qui a un projet littéraire ambitieux et qui trouve toujours des astuces narratives. Si vous aimez l'imaginaire, ce texte-là, vous allez l'adorer. C'est un peu comme celui d'Alexandre Postel. En fait, il est ancré dans une réalité assez sordide. On est à Paris, dans la rue des Martyrs, dans un immeuble qui est voué à la destruction. Et il y a encore 2 habitants dans cet immeuble. Il y a Victor, qui résiste et qui ne veut pas partir de là. Il a autour de 70 ans. Et il y a Marguerite, dite Marge, qui, elle, tient à sa liberté de mouvement, sa liberté de penser, la liberté de son corps et de ses sentiments. Et elle a élu domicile dans la maison de chantier, non, on appelle ça une cabane de chantier plutôt, qui est implantée dans la cour de cet immeuble voué à la destruction. Alors voilà les 3 protagonistes principaux, Marge, Victor et cet immeuble. Et c'est en fait une histoire de désir sans cesse repoussé. Et est-ce que ce désir sans cesse repoussé ne va pas priver Marge d'une certaine part de sa liberté ? Alors, l'écriture de Geoffrine Donadieu est toujours assez charnelle, sensuelle et même parfois crue. Et c'est haletant, parce que comme Victor repousse toujours les avances de Marge, on se demande si ça va aboutir, cette histoire-là. Et la partie imaginaire, c'est que l'esprit de Marge est habité de créatures qui veulent sortir de sa tête. Doivent-elles être racontées? Doivent-elles être écrites? Est-ce que Victor arrivera à accoucher Marge de tous ces personnages? Vous le saurez quand vous le lirez. Et évidemment, on va passer par plein d'autres personnages. Le beau-frère, qui a un rôle dans la destruction de cet immeuble, sa sœur, les enfants de sa sœur, ceux qui sont là et ceux qui sont à venir. Et vous verrez que c'est une succession de guerres à gagner sur la vie, une succession de reconquêtes à réussir. C'est un roman qui abrite une grande histoire d'amour où les corps attendent. Il est un véritable hommage à l'imagination romanesque. Alors, cette fois-ci, l'autre ville qui va être un des personnages du roman Kéros de Jenny Erpenbeck, qui est traduit de l'allemand par Rose Labourie. Et ce roman a obtenu le Booker Prize 2024, qui est l'équivalent de notre Goncourt en Grande-Bretagne. En fait, ce texte est découpé en 2 cartons. Vous verrez pourquoi, parce qu'en fait, il y a une enquête qui est menée suite au fait qu'on a retrouvé des cartons, et chaque carton, il y a 29 tiroirs, autant de chapitres. Donc ça va très très vite. Évidemment, je ne vous raconterai pas ce qui se passe dans le 2e carton, parce qu'il y a un revirement. C'est tellement merveilleux, les revirements. Alors, c'est quoi la ville ici? C'est Berlin-Est en 1986. C'est intéressant parce qu'on est 3 ans avant la chute du mur. Et nos personnages, c'est Katharina, elle a 18 ans, elle est étudiante, et Hans, qui a 34 ans de plus qu'elle et qui est enseignant, et ils vont devenir amants. C'est une liaison clandestine
adultère, mais qui finit par se vivre. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'on va voir tous les codes amoureux se dérouler. C'est une histoire fragmentée, avec autant de chapitres, comme un peu dans Fragment du discours amoureux de Barthes, mais ça a lieu dans un pays et une ville fragmentée. Ce qui est intéressant, c'est de raconter une histoire d'amour complexe dans un contexte historique absolument... c'est un vrai séisme qui va se passer dans 3 ans. Et comme Hans a 34 ans de plus que Katharina, ça nous permet de voir l'évolution de la société en Allemagne depuis la Seconde Guerre mondiale, et on peut se demander combien de temps il faut pour arriver à finir une guerre, dans tous les sens du terme, hein, pas que la vraie guerre. Et on va voir le quotidien dans Berlin-Est en 1986. On va voir comment les consciences historiques et politiques se construisent ou se déconstruisent. C'est l'histoire d'un amour obsessionnel, et on va se demander comment cet amour-là peut s'ancrer dans le temps. Vous allez forcément penser au film La vie des autres, ce merveilleux film allemand, mais aussi peut-être Goodbye Lénine. Cette histoire est donc faite de fragments, et quand vous allez arriver au deuxième carton, vous allez retrouver nos héros assis en bordure d'un champ de bataille. J'espère que ma phrase est suffisamment sibylline pour vous donner envie de lire ce roman-là. Et pour finir, cette citation extraite de Kéros, « Seul le fruit de l'imagination atteint la perfection ». Alors Annie, je te propose, si tu en es d'accord, que nous demandions à notre 4e invitée de nous rejoindre. Et cette 4e invitée, c'est Hélène Renard. Elle est responsable du Salon du Livre, des Rendez-vous de l'Histoire. Et elle vient nous présenter Kolkhoz, le nouveau livre d'Emmanuel Carrère. Tu as décidé de nous parler d'un écrivain maussade, maladroit, qui écrit peut-être de bons livres, on ne sait pas. C'est lui, hein, il se définit comme ça. Hein. Oui, c'est vrai, il se définit comme ça dans ce livre Kolkhoz, puisque c'est mon coup de cœur de la rentrée littéraire. Moi, je le qualifierais plutôt de brillant, et puis déjà, on voit tout l'humour et l'autodérision qui le caractérise dans la citation que tu as choisie, Anne. Est-ce que tu crois qu'on va faire Kolkhoz ce soir ? Ah, on est peut-être un peu nombreux. Tu peux nous expliciter ça ? Oui, en effet, dans ce livre et chez la famille Carrère d'Ancos, faire Kolkhoz, c'est lorsque le père est parti en voyage d'affaires, se réunir pour Emmanuel et ses sœurs dans la chambre des parents, dans le lit autour de leur mère, Hélène Carrère d'Ancos. Alors, il les rate un peu hein, dans ce roman, sa mère, mais avec une scène comme ça, on se dit qu'il y avait quand même beaucoup de tendresse entre la mère et ce fils. Oui, c'est vrai, c'est vrai. On peut qualifier ce roman d'hommage, de piété filiale presque, mais c'est vrai qu'en même temps, Emmanuel est parfois très dur. C'est un portrait aussi féroce, à la fois attachant et féroce de cette mère. C'est toute l'ambiguïté, je pense, et aussi la force de ce texte. En quoi ce roman-là correspond-il à tes goûts profonds ? Alors d'abord pour ses qualités littéraires, pour son humour, son autodérision, encore une fois, pour les anecdotes qu'il tisse de livre en livre. C'est vrai que c'est de petites anecdotes personnelles, intimes, mais finalement qui touchent chaque lecteur, je pense, en tout cas qui me touchent, et qui ont un caractère, je crois, universel. Et de livre en livre, ça donne une certaine complicité avec le lecteur. C'est pour ça que j'aime le retrouver à chaque nouveau livre. Là, on parle beaucoup de la mer, mais oui, est-ce que ça ne parle quand même que de la mer ? Quelque chose que j'aime beaucoup aussi dans ce livre, c'est que cette histoire familiale, cette histoire intime, en fait, elle croise la grande histoire, puisque c'est un siècle d'histoire qu'on retrouve ici, depuis l'exil des Russes blancs au début du XXe siècle vers la France, jusqu'à la guerre en Ukraine. Très bien, donc on ne parle pas que de la mère, je crois qu'on parle aussi beaucoup du père. Oui, beaucoup du père, c'est un très beau roman avec une grande galerie de personnages, la mère bien sûr, le père qui est très touchant,
parce qu'en fait, on voit bien dans ce livre, il a toujours été dans l'ombre d'Hélène Carrère d'Ancos, et là, on a l'impression qu'Emmanuel Carrère le redécouvre. Moi, j'ai une tendresse particulière également pour l'oncle d'Emmanuel Carrère, l'oncle Nicolas, qui est un grand mélomane, musicien professionnel, et c'est une passion, la musique qu'il partage avec Emmanuel Carrère. Et puis, oui, toute une galerie de personnages hauts en couleur dans cette famille des Carrère, jusqu'à une cousine qui est devenue présidente de la Géorgie. Jusqu'en décembre dernier, elle était présidente. Et alors, tu as annoncé que Emmanuel Carrère serait le président du Salon du Livre des Rendez-vous de l'Histoire. Donc, est-ce qu'il n'a fait des recherches que dans ses souvenirs familiaux, ou est-ce qu'il a aussi fait un travail d'historien dans ce livre ? Et si on lui posait la question ? Oui. Alors, il y avait tout le travail que mon père a fait sur la généalogie de la famille, qui a été une espèce de fil qui m'a guidé. Il y a tout un travail, effectivement, de recherche sur la Révolution, l'émigration, tout ça que j'ai fait encore comme fait un historien amateur, mais amateur assez sérieux. Et puis, il y a tout ce qui concerne le contemporain, la guerre en Ukraine, la Géorgie aujourd'hui, tout ça. Et ça, je dirais que la façon dont j'ai procédé, c'était plutôt par reportage. Les reportages sont quelque chose de très... j'aime faire ça. Et souvent, ils m'entraînent au-delà de leur premier objectif. Mais au fond, dans mon travail... il me semble avoir souvent fait œuvre d'historien, qu'il s'agisse d'avoir essayé de raconter la fin de l'Union soviétique, le chaos de la post-soviétique dans Limonov, d'avoir raconté les débuts du christianisme, la naissance des évangiles dans le royaume, ou dans le nouveau livre Kolkhoz, somme toute, une grande partie de l'histoire de la fin de la Russie, de la Révolution et de ce qui l'a suivi. Donc, de ce point de vue-là, même si c'est en amateur, de façon buissonnière et pas académique, j'ai l'impression d'avoir suivi les traces de ma mère et d'être une sorte d'historien. Merci. Merci Hélène d'avoir fait cet entretien avec Emmanuel Carrère. Alors, puisqu'on est dans les histoires familiales, je ne peux pas faire autrement que vous parler de Anne Berest. Sans doute nombreux d'entre vous l'ont vue hier soir dans la grande librairie. Je ne l'ai pas vue. Oui, alors Anne est bien la sœur de Claire, que je connais bien, et elles ont écrit toutes les deux Gabrielle, qui est l'histoire de leur arrière-grand-mère maternelle. Anne a également écrit La carte postale, et elle revient sur le passé pendant la Shoah de sa famille maternelle, et cette fois-ci, elle est du côté du père. Alors c'est une histoire incroyable. En fait, ça se passe en Bretagne, mais la Bretagne, ça va, hein, c'est pas non plus un bouquin régionaliste qui va vous parler de la Bretagne, mais alors vous allez apprendre des choses incroyables. Elle nous raconte toute la lignée de son père. Pourquoi elle a mis autant de temps ? C'est parce que l'amour ne se disait pas et que quelque chose s'était délité entre elle et son père. Et on va découvrir que son arrière-grand-père est l'inventeur de l'idée de la coopérative agricole. Alors ça, c'est très intéressant. Et il va vivre une histoire d'amour, cet arrière-grand-père, il va avoir un fils. Vous verrez, la relation est magnifique, pleine de tendresse, beaucoup d'humour. Et le père, il ne rêve que d'une chose, c'est que le fils reprenne la coopérative agricole, qu'il l'étende, etc. Sauf que le fils est très doué à l'école et qu'il va être envoyé faire des études à Paris. Et que son grand truc, c'est le grec ancien. Donc la coopérative agricole, ça va être compliqué. Donc finalement, il va devenir professeur, il va également avoir un rôle politique. Et là, je ne suis pas trop sûre de moi, je croyais qu'il était devenu maire de Saint-Paul-de-Léon, peut-être, mais Brest, enfin, je ne sais plus trop. Bref, alors, on ne parle pas que de parcours en Bretagne, on parle aussi de vie parisienne. Parce qu'on va arriver à l'histoire des parents de Anne Berest. Ce sont de grands intellectuels. La mère a fait des recherches importantes en linguistique et le père est polytechnicien.
Et lui, son grand truc, c'est de comprendre le rôle de la Lune sur les marées. Donc, c'est une lignée d'hommes, mais en même temps, ils vivent de grandes histoires d'amour. Vous verrez, Anne Berest est une raconteuse exceptionnelle. On va retrouver évidemment les années 68, les engagements en faveur de l'homosexualité, les grèves en 1995, puisque c'est vraiment une longue lignée d'hommes dont elle nous parle. Ce sont des destins admirables et pourtant d'une grande simplicité. C'est surtout une histoire d'intelligence au pluriel brillante. Et de temps en temps, enfin assez souvent, ça structure le roman, elle donne de ses nouvelles avec ses sœurs, avec ses filles et avec ce père qui est en train de disparaître. En fait, la question qu'elle se pose, c'est qu'est-ce qui s'est passé avec ce père pour que le lien se soit distendu et soit devenu aussi silencieux. En fait, ce père avait de grandes idées pour ses filles, qui était assez loin finalement des paillettes, du rose, des licornes, des jupons. Sauf qu'à un moment, cette fille, elle bifurque et elle a envie de vivre sa vie, qui n'est pas forcément ce qu'attendaient d'elle son père et sa mère. C'est aussi, je trouve que c'est une caractéristique des romans de cette rentrée, c'est qu'on vous raconte des histoires de famille, et souvent des histoires de famille dans lesquelles il y a infiniment d'amour, et on sent que Anne Berest a pris beaucoup de plaisir à écrire cette histoire. Elle est également férue de transgénéalogie, elle a fait tout un travail là-dessus, donc elle se dit que si on veut se préoccuper du futur, il faut peut-être soigner aussi le passé. Ce livre-là, vous l'aurez compris, porte une belle charge d'amour. Et si, pour résumer le propos de Anne Berest, la question était « Comment être libre tout en faisant famille ?» Le second roman familial est beaucoup plus ancré dans la fiction, c'est Le Palmier de Valentine Gobi. Alors, Valentine Gobi, pour moi, est une grande esthète de l'écriture. Je la suis depuis longtemps, je la reçois depuis 2008. En 2008, je l'avais reçue pour « Qui touche à mon corps, je le tue ». Les principales préoccupations de Valentine Gobi sont le corps et sont l'enfance, l'initiation et la façon dont l'adulte se forme, la construction des êtres. Dans ce texte, l'enfant est un enchanteur car il n'a que sa peau pour transformer le monde. Alors on va parler d'une petite fille qui s'appelle Vive, elle a 6 ans et elle est très vive d'ailleurs, c'est en lien avec la chanson de Guy Béard. Elle est à Grasse, on est dans un environnement de parfumeurs, d'odeurs. Son père voyage beaucoup, il est lui préoccupé par la matière première. Et la scène d'ouverture, c'est un palmier, un très beau palmier, dont on est obligé de couper les palmes parce qu'il est attaqué par les charançons. Il ne va plus rester que le stipe, c'est le nom du tronc des palmiers. En fait, j'ai découvert cela puisqu'il est constitué de filaments. Et toute cette histoire va être racontée à hauteur d'enfant, mais pas du tout comme le ferait un enfant. C'est juste qu'on va retrouver tout l'émerveillement, la nouveauté, tout ce qui peut absorber une petite fille. Elle va faire des collections de mots, alors pas des collections de mots hyper originaux, mais par exemple elle tombe sur Apocalypse, sur Nymphose ou sur Archive, alors elle fait des carnets. Et qu'est-ce qui lui arrive à cette petite fille? En fait, la nuit, elle veut bien dormir, le problème n'est pas là, mais elle ne veut pas dormir seule. Dès lors, on va avoir une vraie peinture de sa famille, une mère qui est très tendre, qui la prend dans ses bras, qui la prend la nuit dans son lit, qui comprend sa petite fille. On a un père qui est très agacé, qui transmet très très bien sa passion, mais qui n'en peut plus de cette petite fille qui vient les déranger la nuit. Et puis il y a un adolescent, j'aime beaucoup le frère, en fait qui fait contre mauvaise fortune bon cœur et qui accueille la petite sœur la nuit. Alors vous verrez à quel point le vocabulaire utilisé est extrêmement précis. Vous n'êtes pas obligé d'aller dans un dictionnaire chercher toutes les significations de ces mots autour des parfums et des odeurs, mais ça participe à la mélodie et à la musique de cette écriture.
c'est une langue magnifique, extrêmement précise, qui fait ressurgir l'enfance intacte, bruissante, odorante et sensuelle. Notre 5e invité, que nous avons choisi d'inviter ensemble avec Annie, c'est quelqu'un qui est déjà venu sur cette scène, ici, la saison dernière, dans le cadre de la programmation de la Hallogrin Scène nationale de Blois, qui a joué un spectacle qui s'appelait, pour celles et ceux qui l'ont vu, Niquer la fatalité. C'était un spectacle à partir d'une conversation avec Gisèle Halimi. Il s'agit d'Estelle Meyer. Merci de nous rejoindre. Très émue en fait de te rencontrer, Estelle, parce que j'avais été bouleversée par ce spectacle. Certains amis se souviennent, tu avais endossé un costume énorme, celui de Gisèle Halimi, mais tu donnais aussi la parole aux femmes. Tu es une femme très engagée. Alors je me demande quel roman tu as choisi, et je crois que toi tu as pris une liberté. Hein. C'est pas un roman de la rentrée littéraire. Hein. En fait, c'est ma propre rentrée littéraire parce que je l'ai découvert récemment. Ah oui. Donc, c'est récent pour moi. Et quand Frédéric et Annie m'ont demandé la chose qui est apparue tout de suite, c'était Circé de Madeleine Miller. Déjà, je trouvais je sais pas, cette couverture, elle est sublime, non? Vous trouvez pas? Enfin, j'avais jamais vu sa tête à Madeleine Miller. Ah, ok. Elle est jolie quand même. Elle est très belle. Elle est très jolie. Et pourquoi j'ai choisi cette femme? En fait, je devais enregistrer justement le personnage de Circé dans l'Odyssée pour des écoutes dans un théâtre. Et c'est un personnage qui m'avait toujours fasciné, peut-être fait un peu flipper aussi. Genre, mi-sympa, te prends pas trop la baguette, sinon tu peux devenir cochon beaucoup trop rapidement. Et quand tu lis vraiment l'Odyssée, en 2 secondes, en effet, elle transforme tous les compagnons d'Ulysse, on est forcément amis d'Ulysse, en cochon. Et puis finalement, 2 phrases plus tard, elle fait l'amour avec lui offre tous ses trésors. J'étais là, peut-être un petit peu simpliste, ou peut-être c'est quand même vraiment un homme qui a écrit cette fable. Et en fait, en lisant ce Circé, j'ai découvert une épaisseur absolue, parce qu'on est toutes fascinées par la magie, je pense, et tous, de quelqu'un qui, en frottant ses doigts sur une feuille, une fleur, apparaît dans son identité la plus pure. Elle est née nymphe, elle est fille du dieu Soleil, qui ne veut pas d'elle, et c'est comme une petite sœur de Prométhée, en tout cas la façon dont cette femme la déploie. Elle devient comme une espèce de grande sœur bienveillante des humains, en passant par la solitude, dans cette espèce d'exil, dans cette maison. Et en fait, tu comprends que si elle transforme les hommes en porcs, c'est qu'ils se sont comportés comme ça avec elle, jusqu'à ce qu'elle les découvre, jusqu'à ce qu'elle déploie sa propre magie et que de son immortalité, elle devienne plus humaine que les humaines et les déesses. Donc je trouve que c'est une façon trop belle de devenir déesse et humaine, c'est de la lire. Et vous verrez, je sais pas, ça m'a touchée parce qu'elle n'est pas du tout aimée dans sa famille, elle a une espèce de... comme si elle n'arrivait pas à, je sais pas comment dire, à paraître réellement. Et je pense que c'est tous nos petits vilains canards qui prendront soin de devenir déesse par le chemin de cette Circé. Enfin, vraiment, je l'ai beaucoup aimée, j'ai beaucoup pleuré, je pouvais pas la lâcher, et j'aimais cette main ferme et puissante, et elle vit avec des lionnes. Enfin, j'adore. Donc, il y a un casting de rêve, il y a un casting de rêve de ce roman. Vraiment un casting. Elle se tape Ulysse, qui est assez beau gosse, faut quand même le dire. Mais vraiment, vous allez voir, et, enfin, je peux pas tout vous dire, elle défie Athéna. C'est ça qui est génial aussi, c'est que tu es dans un monde complètement onirique, du conte, de la puissance. Elle prend des herbes pour descendre, voir le plus vieux poisson du monde, qui est le danger comme absolu. Elle traverse toutes les eaux. Enfin, je sais pas comment dire. Elle est. Enfin, ce qui me fait aussi du bien, c'est que je trouve que quand t'es née femme, tu lis tout le temps des récits où ce qu'est des bonhommes absolus qui traversent la mer. Et là, c'est une odyssée féminine, puissante, absolue. Et, je sais pas, ça, elle donne du courage au cycle féminin, qu'on soit homme ou femme, je sais pas comment dire, d'accueillir sa propre magie, le temps des lunes, des cycles, des marées, des soleils, de la tendresse retrouvée aux animaux, aux plantes, et puis
Elle rencontre Dédale, elle se tape un petit peu Hermès aussi, vous allez voir, qui est quand même une sacrée canaille. Elle a beaucoup d'humour, elle est vive, elle est puissante, elle échappe. Elle est rare, elle a une petite cousine, c'est Médée. Mais en fait, c'est génial de rencontrer tous nos héros d'enfance, justement, du grec. Il ne faut pas être trop calé en mythologie, quand même, pour non, pas du tout. Mais si vous l'aimez, c'est encore aussi génial, parce que tu les vois complètement autrement. Et alors, l'écriture, parce qu'en fait, tu es une femme de mots, tu les manipules dans ta pratique théâtrale. Que pourrais-tu nous dire de cette écriture? Parce que là, on vient de raconter des faits, oui. Mais l'écriture... C'est marrant, ça va peut-être vous paraître bizarre, mais je trouve que ça a la simplicité, la puissance de la Bible. Dans le sens où des fois la Bible, tu lis, il y a un jour et un matin, et enfin je sais pas comment dire, une espèce de cette puissance et pureté d'une phrase comme une flèche, ou comme quand tu lis justement les Grecs ou Homère, enfin il y a une onctuosité du lait de la chèvre, de la puissance salée, avec quelque chose de complètement mythique. Je trouve qu'elle a saisi quelque chose de l'archaïque absolu, qui est très réconfortant, parce que ça nous est comme familier, comme le premier lait humain, et en même temps ça met à l'honneur justement cette femme, cette silhouette. Ça guérit quelque chose pour moi de profond, d'un oubli de nos grands récits fondateurs, et en redonnant une splendeur dorée, voilà, comme ce visage que vous voyez, comme les statues en effet d'Athéna en Grèce, où il n'y a plus de couleur, mais il y a tout le squelette profond qui nous fait. Elle est belle, sa rentrée. Hein. Ah oui. Très belle rentrée. Hein. Bravo. Merci. Ah non. Elle ne va pas échapper aux petites questions. Oui, j'ai aussi une petite question tout à l'heure que je rajouterai peut-être. Tu préfères lire la fin en premier ou ne pas connaître la fin des livres? Quand c'est trop triste ou je sens que ça part un peu mal, je me dis, je vais quand même voir la fin pour voir si ça vaut le coup. Okay. Si c'est trop déchirant, ok, je vais un petit peu voir quand même si ça vaut vraiment la fin, ou si j'en ai un petit peu marre, des fois j'accélère. Oui, mais tu sais, Daniel Pénac a dit, le lecteur a tout le droit, y compris de ne pas lire. Donc c'est très bien. Et si tu devais censurer un mot dans toute cette rentrée littéraire, ce serait lequel? Un mot qui n'apparaîtrait nulle part. Tabou, qui n'est pas de cachette. Très bien. Et s'il y en avait un qui devait être dans tous les romans de la rentrée, y compris du monde entier, ce serait lequel? Fendre. Fendre la mer, fendre le fruit, fendre son histoire, fendre son visage, comme pour apparaître. C'est magnifique. Merci. Estelle, juste dernière chose. Tu es venue pour niquer la fatalité, tu as enregistré cet été à Avignon, quand on s'était vu au festival, tu as enregistré pour Radio France, pour France Culture, ton prochain spectacle que tu as écrit, qui s'appelle, je crois... Comment j'ai accouché de ma mère. Comment j'ai accouché de ma mère. Et tout un programme. En toute simplicité. En toute simplicité, où tu es en écriture actuellement, toujours, et en répétition, et qui devrait voir le jour... En 27. En 27. Et ça sera le 5 octobre sur France Culture. Voilà, vous pouvez entendre ce texte qui sortira à ce moment-là, sur les ondes. On aura l'occasion, je crois, d'en reparler avec la scène nationale ici, il me semble. Merci à vous deux. Merci beaucoup. Estelle. Merci. Alors Frédéric Maragnani, vous n'allez pas vous en sortir comme ça. Hein. Il n'y a pas de raison. Hein. Tout le monde a présenté un bouquin. Donc toi aussi, tu vas nous parler de Alors je présente un bouquin aussi, c'est ça. Je vais présenter mais de la rentrée littéraire peut-être. Ce bouquin-là de la rentrée littéraire, Même le froid tremble, de Nicole Mercé Ortega. Et alors, qu'est-ce qui t'a fait choisir un premier roman? Un premier roman, c'est une nouvelle écriture. Oui, alors là c'est vrai que c'est pas que j'ai triché, mais je savais en fait que ce roman allait arriver parce que je connais Nicole Mercé Ortega, et qui est une autrice franco-chilienne qui vit entre le Chili et la France, et qui m'a parlé, elle est actrice,
également. Et elle m'a parlé il y a déjà plusieurs mois qu'elle écrivait un roman. Donc quand j'ai vu effectivement le roman sortir chez Anne Carrière, j'avais déjà en fait l'idée de ce roman-là, mais je ne l'avais pas lu. Et donc là, je l'ai découvert à la rentrée littéraire, à la sortie de la rentrée littéraire. Et alors, on entre dans le road trip de 3 jeunes filles, 1600 km entre Santiago du Chili et Iquique. Oui. Et elles sont dans un pays rude, et rude pour elles en tant que femmes. Oui, c'est un road trip dans les années 80, les années de Pinochet. C'est un road trip de 3 adolescentes qui décident de partir de leur favela de Santiago. Les premières pages, les 50 premières pages sur la favela où elles vivent est absolument sublime. C'est une description de la favela comme si c'était une sorte de montagne magique, alors que c'était un immense tas de poubelles sur lequel elles vivent. Et elles décident de s'extirper de cette réalité et de faire ce voyage initiatique de 1600 km pour aller au nord du Chili pour une fête de la Vierge Noire. Et c'est vraiment c'est un roman vraiment, enfin un voyage absolument très dur parce que le Chili c'est vraiment un pays machiste à l'époque. Je sais pas aujourd'hui, mais en tout cas ce qu'elle décrit, c'est un pays machiste, patriarcal. C'est un pays d'hommes où elles sont sans arrêt enserrées dans des situations extrêmement dangereuse et c'est absolument sublime la langue avec laquelle elle raconte cette épopée. Est-ce que ça t'a rappelé des expériences théâtrales, des spectacles que tu as vus, des films ? Le road movie, c'est toujours c'est quelque chose. En fait, évidemment, tout de suite, moi, j'ai pensé à Thelma et Louise. Immédiatement. D'ailleurs, il y a une scène du livre où elles se retrouvent dans un bar routier et où avec uniquement des camionneurs et où elles sont les 3 seules adolescentes filles, où elles sont de plus en plus, alors au début reluquées, puis ensuite de plus en plus enserrées. Et je vous dis pas comment ça se termine, mais ça m'a rappelé une scène du film Thelma et Louise, où elles sont justement dans un saloon aussi. Voilà. Donc elles circulent, elles bougent. Quelle est la portée symbolique de ce mouvement, d'après toi ? Au tout début du livre, elle dit à un moment donné, la narratrice dit je regarde mes Nike, elles sont pleines de poussière et je sais que je vais décoller les semelles enfin de cette favela et de mon enfance. Et je pense que c'est vraiment une façon aussi d'aller de l'enfance ou de l'adolescence et de partir et de choisir aussi sa vie et de combattre. Je pense que c'est aussi le sens du combat qu'elle trouve. Le titre est très beau, même le froid tremble. Ça évoque quelque chose de sensible, quelque chose de vibrant. En quoi ça a résonné avec ton engagement artistique et culturel ? Alors, le tremblement, je trouve qu'il y a quelque chose évidemment je pense que la création artistique, c'est une histoire de vibration, c'est une histoire de tremblement en fait. C'est-à-dire que si on est, je sais pas comment dire, si on est droit dans ses bottes, on fait pas de la création artistique en fait. C'est-à-dire qu'il y a vraiment quelque chose qui, voilà, il y a un flou qui se fait. Même le froid tremble. Je trouve que le titre est très beau sur ça. Alors c'est sûr que j'aime beaucoup le titre. On aime aussi un livre parce qu'on aime le titre. Oui, et une couverture aussi. Alors maintenant, donc, tu n'échapperas pas non plus aux petites questions marrantes, mais toi, ça va être différent. Ça va être un questionnaire en rafale. Il ne fait rien du tout. Hein. Et donc, tu es prié de répondre vite et sans réfléchir. Hein. Oh là là, ça c'est terrible. Oh, non, parfois, il n'y a que 2 possibilités. Donc, tu en choisis une et puis tu es tranquille. Tu me donnes des solutions, en fait. Ne t'inquiète pas. Oui, d'accord. Oui, je prends soin de toi. Alors, tu préfères une salle à moitié vide ou une salle pleine qui bâille ? Non, mais il faut répondre en rafale. Ça veut dire vite. Une salle à moitié vide. Ok. Tu ferais du stop avec le fantôme de Pinochet ou avec la Dame Blanche ? Avec la Dame Blanche. Tu préfères une lecture punk ou un opéra classique ? Une lecture punk. Lecture en charentaise ou en crocs ? Charentaise.
Ah, bien. Ah oui. Alors, l'hiver, il faut... Quelle est la plus grande distance que tu as parcourue pour voir un spectacle? Beaucoup de distance. Je peux traverser l'Europe pour aller voir uniquement un spectacle. Non, mais moi, je veux un kilométrage. Oh, j'ai dû faire jusqu'à, je sais pas, moi, 1500 kilomètres pour aller voir un spectacle. Ouais, un peu comme les filles, là. Oui, à peu près, oui. C'était quel spectacle? Je suis allé voir un opéra en Pologne il y a assez longtemps et je suis allé en Pologne pour voir un opéra. Qu'est-ce que tu préfères? Un spectateur qui est pris d'une quinte de tout incoercible au premier rang ou un téléphone tonitruant en plein les gradins? Ah non, la quinte de tout, parce que la quinte de tout, il ou elle n'y est pas forcément pour quelque chose. Alors que voilà, le portable, on y est pour quelque chose. Oui. Et quelle est la personne la plus punk que tu connaisses? Waouh, Nicole Mercé Ortega. Ah. Elle est très punk. Je dirais Estelle Meyer, moi. Estelle Meyer aussi. D'ailleurs, je pense que vous avez à voir avec Nicole Mercé Ortega. Oui. Nicole Mercé Ortega, elle est très punk. Elle est très aussi. Quand je l'ai rencontrée plusieurs fois, et j'ai compris en fait ça. Elle est très très féministe évidemment, et elle est très aussi. Elle disait mais moi je suis une marxiste féministe. C'est comme ça, c'est mon. Et j'ai tout compris en fait de son bouquin par rapport à ce qu'elle me racontait. Elle est punk. Tu préfères un fantôme qui fait trembler la scène nationale ou un maire M-A-I-R-E qui danse sur la scène nationale? Parce que j'ai vu, moi, un maire qui dansait, je vous jure, c'est vrai. Moi, j'aime bien les maires qui dansent, et j'en connais un certain nombre, je ne les citerai pas, mais j'aime bien les maires qui dansent sur la scène nationale. Tu vois, mes questions ne sont pas très difficiles. Non, ça va. Tu préfères un trou de mémoire d'un comédien ou les cintres qui tombent sur le plateau? Ah non, un trou de mémoire. Les cintres sur le plateau, c'est trop dangereux. Oui, c'est vrai. Là, ça peut vraiment provoquer des choses. Il s'en est bien sorti, non? Bravo. Merci, Annie. Alors, nous avons encore... 2 romans. Ah oui. C'est important. C'est les bonus coups de cœur. Oui, alors, les bonus coups de cœur... Tu m'as donné tellement peu de romans à raconter que... Heureusement que j'ai mes chouchous à présenter quand même. Il est dur, il est très très dur. Alors, Haute Folie de Antoine Waters. Les 2 derniers romans dont je vous parle sont écrits par de très jeunes auteurs. Dans Haute Folie de Antoine Waters, à la page 11, l'incipit, le tout début, qu'importe si celui qui s'apprête à briser le silence, si celui qui parle après que toute sa lignée s'est tue, si celui-là est pris pour un menteur ou un fou. Voilà le prologue d'un roman absolument sidérant. En 163 pages, l'auteur nous raconte 4 générations d'hommes. Vous imaginez, pour moi, le personnage le plus important dans ce roman-là, c'est l'écriture. Vous savez, on appelle ça parfois une écriture à l'os. On enlève tout ce qui ne sert pas, on ne garde que ce qui est essentiel. Et la scène d'ouverture, on revient à un incendie d'ailleurs, comme dans le lotissement de Claire Vézin. En fait, on a une scène d'incendie, il va se passer quelque chose de gravissime pendant cet incendie. Ça prend 1 page, tout est dit, vous voyez tout, vous ne pouvez rien oublier de cette scène. Cette scène va être une catastrophe pour un jeune couple et un petit garçon, Joseph, va survivre à tout ça et il va être pris en charge par son oncle Léo et sa tante Anna. Sauf que tout le monde sait ce qui a présidé à sa naissance, mais personne ne le lui raconte. Donc l'autre personnage principal de cette histoire, c'est le silence. Et pour revenir à l'écriture, vous avez par exemple ce Léo, cet oncle, va être décrit en un paragraphe en train de faire la vaisselle et on comprend tout de l'homme qu'il est. Les images sont extrêmement précises, pas du tout bavardes. À un moment, on parle de cet homme qui est tellement maigre qu'il fait penser à un bout de corde usé par le travail du vent. Je trouve que c'est d'une économie rare, je trouve ça absolument magnifique. Cet auteur-là n'est pas un poète et pourtant l'écriture a une charge poétique et ce n'est absolument pas un conte. Les ellipses dans ce texte, évidemment, 4 générations en 163 pages, matérialisent le silence et puis évidemment il y a une part de mystère parce que tout au long du récit, vous aurez des lettres écrites en italique et évidemment, on finira par comprendre qui a écrit ces lettres.
Vous verrez, c'est un long souffle habité de personnages que vous n'oublierez pas. Certains meurent très vite et pourtant, ils s'ancrent en nous, on ne les oublie jamais. C'est comme un chant entêtant. En fait, je l'ai lu à voix haute parce que j'adore la lecture à voix haute, mais c'est même pas nécessaire. En fait, ça chante dans votre tête. C'est un roman sur le passé ignoré et qui pose cette question-là. À quel moment quelqu'un dans une famille se lève et annonce « je vais le dire » pour que la malédiction devienne bénédiction pour les temps à venir. C'est vraiment pour moi l'un des plus beaux textes de cette rentrée littéraire. Vous avez à la fois, vous l'aurez vu, une histoire pas forcément marrante, hein, vous verrez toutes les avanies qui arrivent au personnage. Il est d'une grande force et d'une grande douceur. En fait, il raconte une quête de liberté et une rage de vivre. C'est absolument inoubliable. Lisez-le et venez me raconter ce que vous avez lu. C'est trop beau, c'est trop beau. Vous ne pouvez pas passer à côté de ça. Alors, le dernier des derniers, que j'ai appelé mon chouchou des chouchous sur Instagram, c'est un premier roman, celui de Lucie Anne Belgy. C'est une jeune femme, elle doit avoir à peu près 38 ans. Et ce premier roman, quand je le lisais, j'avais toujours le cœur serré. Parce qu'en fait, j'avais toujours envie de rire ou de sourire. Oh, je me disais, mais quand même, je ris alors que derrière, il se passe quelque chose de dur, de profond, de grave. Oh, quelle élégance, cette autrice si jeune. Quelle politesse de mettre de l'humour pour raconter ça. Et puis, je l'ai rencontrée la semaine dernière. En fait, c'est une grande rigolote. Et en fait, son truc à Lucie Anne Belgy, c'était d'écrire des blagues. Mais elle rencontre Catherine Cusset, et Catherine Cusset lui dit, il va falloir élaguer un peu les blagues. Donc, elle ne peut pas s'en empêcher. Mais qu'est-ce qu'elle raconte de grave? Elle veut nous raconter que la mixité religieuse n'est pas du tout un conte de fées. C'est pas drôle du tout. Quand Jonas, qui est juif, rencontre Lucie, qui a été élevée dans un milieu catholique sans être croyante ou pratiquante pour autant, les parents de Jonas commencent à pressentir le problème. Le père se dit, mais la judaïté va se perdre par l'amour pour les femmes, parce que cette religion se transmet par matrilinéarité. Ce sont les femmes qui transmettent cette religion. Or, Lucie est catholique. Et elle se dit, comment faire un petit garçon juif? Il faut que je devienne moi-même juive. Il faut que je renonce à mes valeurs, à l'éducation que j'ai reçue. On verra ce qu'elle finit par choisir, je ne vous le dirai pas. Mais c'est aussi un grand roman sur la parentalité. Parce que ce jeune couple finit par avoir un enfant, Ariel, et à l'âge de 2 ans, il devient violent. Et à ce moment-là, la vie des parents devient insupportable. On comprend très bien dans quelle incompréhension ils vont être. Ils ont peur de mettre leur petit garçon à la crèche, ils ont peur d'aller au parc, parce que de toute façon, il tape sur tout le monde, ce petit Ariel. Il n'est invité à aucun anniversaire. Quand ils vont voir la maîtresse, ils se disent, qu'est-ce qui va encore nous tomber sur la tête? Donc, en fait, ils se demandent, ces jeunes parents, si ce petit garçon ne serait pas le réceptacle de toute la violence de la Shoah. En fait, c'est un roman qui est très équilibré entre la légèreté et la profondeur du propos et le titre. Alors, je ne vais pas vous dire ce qu'en dit Luciane, sauf que Luciane, elle était tellement contente de son titre qu'elle s'est dit « Ah, ça c'est sûr, je vais être sélectionnée pour le prix du meilleur titre. » Manque de bol, elle n'a pas été sélectionnée. Donc, comme elle vient début février, je ne vous dirai pas ce qu'elle a répondu, mais moi, je vais vous dire ce que j'ai pensé. Vous savez, quand on est à une fête au village, il y a une parade qui passe, c'est joyeux, c'est vivant, tout va bien. Et puis tout d'un coup, il pleut. Alors on se dit, ça va s'arrêter? Ben oui, souvent ça s'arrête, mais parfois ça se transforme en déluge. Alors, ce livre-là, c'est un roman sur l'altérité, sur l'héritage culturel. C'est un très beau texte sur la parentalité. C'est un roman ultra contemporain, absolument irrésistible, croyez-moi, je le conseille à tout le monde. Là, j'ai la chance de vous avoir tous, lisez ça, parce que cette rentrée littéraire, comme vous avez vu, est réellement irrésistible. Merci Annie.